Bonjour, si vous vous intéressez un petit peu à ce qu'on appelle l'alimentation vivante, un terme que je ne trouve pas obligatoirement approprié, mais je dirais alimentation de régénération, alimentation appropriée au fonctionnement optimal du corps humain, il y a une chose, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est ce qu'on appelle la déshydratation. D'un côté, il y a les jus, de l'autre, il y a les blenders, et puis de l'autre, il y a la déshydratation. C'est un peu les trois icônes de ce type d'alimentation. Alors, jus, blender, déshydratation, trois rôles complètement différents. Et je n'insiste jamais assez sur l'importance primordiale pour moi des jus de légumes pour établir un écosystème intestinal adéquat qui fonctionne de manière adéquate et qui permet ensuite toute une cascade d'amélioration en termes de santé, amélioration de la digestion, amélioration de l'assimilation, arrêt du phénomène d'hyperperméabilité intestinale, rétablissement du fonctionnement correct du biote intestinal. Et donc pour moi, les jus de légumes sont vraiment l'incontournable prioritaire qui correspond à une réhabilitation, on va dire parfaite, le terme serait peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas à une réhabilitation adéquate du corps humain. Les jus de légumes sont pour moi une panacée, littéralement j'ose utiliser ce mot. À côté de ça, vous avez certainement entendu parler de blender et de déshydrateur. Alors à côté des jus de légumes, pour moi ce sont des choses qui viennent en plus, des ajouts, des petits conforts si besoin est. J'avais longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur la déshydratation. Alors, non pas une vidéo exhaustive, parce que je n'excelle pas dans les vidéos de type recette, mais quand même, faire une vidéo qui résume un petit peu et qui montre des directions. Alors, la déshydratation, c'est un peu quelque part l'inverse de l'extracteur de jus. L'extracteur de jus, il prend un aliment composé globalement de trois parties, la phase liquide, les nutriments et les fibres. Il enlève les fibres et il garde les liquides et les nutriments. Dans le déshydrateur, on a, c'est un mauvais jeu de mots maison, on a la phase liquide qui est enlevée et il reste les fibres et les nutriments. Alors, la déshydratation, ça reste quelque chose de confortable. Ce n'est pas pour moi une panacée au même titre que les jus, dans la mesure où la déshydratation ne va rien apporter en plus à l'organisme, si ce n'est du plaisir. Et cette notion de plaisir, elle va être essentielle dans cette vidéo parce que je pense toujours en termes de transition. Nous venons d'une alimentation, la plupart d'entre nous, ont fait l'expérience d'une alimentation, on va dire, frugivore de naissance. Nous venons d'une alimentation qui est fortement déshydratée. Bah oui, la cuisson, c'est une déshydratation extrême. C'est au-delà de la déshydratation. Mais le contenu en eau est perdu, il est évaporé. C'est ce qui fait que ça concentre les aliments. La déshydratation est une concentration, pour le coup. On dit parfois les jus sont des aliments concentrés. C'est faux, c'est pas des aliments concentrés. Concentration, ça veut dire qu'il y a diminution du volume. Par contre, la déshydratation est une concentration. Et en concentrant les aliments, on concentre aussi leur saveur, leur goût. Et avec des aliments qui ne sont pas toujours par les plus goûteux qui soient, la déshydratation va pouvoir être une option. La déshydratation, je vais essayer de vous montrer qu'elle a trois intérêts majeurs pour moi. Le premier, c'est un rôle de conservation. À des époques finalement où on va avoir une surproduction de fruits et de légumes, que l'on ait un jardin soi-même, alors là ça s'avère quasiment indispensable, ou que l'on profite des promos qu'il va y avoir chez son maraîcher local, qui va avoir surabondance de tomates à la fin de l'été et qui les brade littéralement, ou surabondance de courgettes ou surabondance de tout ce que vous voulez en cours d'hiver, la déshydratation va être un formidable moyen de conservation. Avec la lactofermentation, c'est le seul moyen de conservation que je connaisse qui soit sans recours à de l'énergie externe, c'est-à-dire pas besoin de les surgeler, pas besoin de les pasteuriser, qui garde la majorité des nutriments, il y a peu d'oxydation dans la déshydratation, et qui reste extrêmement stable, qui ne demande pas de moyens technologiques pour la conservation. Donc, conserver. Ensuite, il va y avoir valorisation de produits qui sont peut-être de qualité ou de goût pas tout à fait satisfaisants. Et avec la déshydratation, on va pouvoir préparer des sacrées alternatives en mélangeant avec des épices, avec des petites préparations toutes simples. Vous allez voir, on va faire très simple. On va pouvoir préparer des aliments relativement savoureux qui ne seront jamais une alimentation de base. Pour moi, la déshydratation et les produits déshydratés ne sont qu'un petit plus qu'on va ajouter de ci,
de là. Hein. Alors, il ne s'agit pas de s'alimenter avec des aliments déshydratés parce que sinon ce contenu en eau, cette eau aussi précieuse, hein, va être lourdement conséquente pour le corps. Par contre, hein, comme petits ajouts, pour dégoûter des enfants, pour parsemer sur des salades, pour des petites soirées, des petites invitations, pour les gens qui ne sont pas encore habitués à cette alimentation-là, eh ben, cette valorisation de l'aliment va être extrêmement bienvenue. Donc il y a conservation, valorisation, et le troisième, c'est transformation. Littéralement, réaliser des recettes. Vous allez me dire, mais à quoi bon réaliser des recettes? Il n'y a pas besoin, les fruits et les légumes sont parmi les meilleurs aliments au monde et ils se satisfont, ils se suffisent à eux-mêmes. Oui, bien sûr qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Sauf que pas pour tout le monde. Sauf que pas pour tout le monde et que, comme toujours pareil, nous venons d'expériences, nous venons d'une histoire différente chacun d'entre nous et on a besoin d'étapes. Et cette notion de transition, elle est pour moi de plus en plus importante. Hein, parce qu'on vit dans un monde dans lequel on met en valeur toujours les extrêmes. Hein, c'est les héros, les champions. Hein, et puis toi, tu es dans ton coin, tu vois Jesse Owens qui court le 100 mètres en moins de 9 secondes et là, d'un seul coup, j'espère que je ne me suis pas planté, hein, d'un seul coup, tu dis, moi, de toute façon, je ne pourrais rien faire. Alors que toi, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des conseils pour courir ton petit jogging tous les jours, pour faire bouger ton corps et ta lymphe. Hein. Non, ce qu'on te montre, c'est le top, toujours les records, les absolus. Et en termes d'alimentation, c'est un peu la même chose. Et on ignore trop et on néglige trop cette notion d'étape, de transition. L'important, c'est que chacun puisse se situer là où il en est et faire mieux. Une petite étape. L'avantage en plus, c'est que si on se donne des petites étapes, eh bien, ce sont des étapes qui vont être facilement accessibles. Et on va aller finalement de succès en succès, en succès, en succès. Alors que si on se met une étape trop importante, on ne va pas la franchir et on va aller d'échec en échec, en échec. Et quelques années après, on se retrouvera toujours au même point. Pour moi, la déshydratation permet de réaliser ces petits ajouts qui rappellent notre ancienne alimentation qui était beaucoup plus concentrée, beaucoup plus déshydratée, cuite en l'occurrence, et va permettre de retrouver certaines saveurs particulières. Ça va permettre aussi de retrouver des saveurs tout au long de l'année. Par exemple là, ça va être la pleine période, on est début octobre, ce sont les dernières tomates, je ne sais pas chez vous, en tout cas en Catalogne, c'est les dernières. Non, c'est la fin des tomates. Les dernières tomates, ce sera plutôt en novembre. Mais là, c'est la fin de la période des tomates. Ce qui fait qu'il y a pléthore de tomates chez les maraîchers. Transformer les tomates, les faire sécher, c'est s'assurer qu'au long de l'hiver, on va pouvoir rajouter dans les jus, dans les petites préparations, dans les smoothies, dans les sauces, ce petit goût d'été qui est, ma foi, fort agréable. Ça va permettre aussi de préparer des petites entrées, des petites choses à grignoter qui vont séduire ceux qui vont venir et qui vont découvrir cette alimentation chez vous. Pour moi, c'est une palette de variétés. Et je vais essayer de la décliner dans cette vidéo, cette palette, en partant des légumes, en passant par les fruits, les petites transformations, et puis les galettes et les crackers. Ça va volontairement ne pas être exhaustif. C'est juste des petites pistes que je vais lancer, des petites directions. Alors ensuite, on me pose souvent la question, avec quoi déshydrater? Avec un déshydrateur. Alors, déshydrateur, on peut faire très simple. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle une clé. Une clé, c'est un support ajouré, par exemple, comme ceci, que vous pouvez faire avec 4 bouts de bois et du grillage. Moi, j'en ai fait longtemps comme ça. Vous mettez, donc il faut que ça soit aéré, vous mettez vos produits dessus et puis vous prenez un ventilateur dans une pièce qui est relativement chauffée et vous ventilez comme ça. Ça, c'est le déshydrateur de base, ça vaut quasiment rien, on peut en bricoler. Et moi, j'ai bricolé des grands déshydrateurs de plus de 6 mètres carrés de surface de déshydratation à partir de ventilateurs de ventilation mécanique forcée de grands magasins que j'avais récupérés. Donc ça marche bien. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les déshydrateurs d'appartement, les déshydrateurs de maison. Alors, je vous déconseille pour ma part, pour les avoir utilisés énormément, les déshydrateurs qui soufflent par le bas. Quand ils soufflent par le bas sur une multitude de clés, vous pouvez imaginer que les premières sont très soufflées et puis dès qu'on dépasse les 2 ou 3 premières, ensuite il n'y a plus d'air. Et en haut, finalement, ça moisit, ça ne sèche pas assez vite. Alors il faut changer sans cesse. Certes, ils sont peu chers, c'est clair. Par contre, le résultat est relativement médiocre. Le mieux, c'est d'avoir un déshydrateur dans lequel les clés sont comme ça et le soufflage est tangentiel, c'est-à-dire qu'il se trouve comme ça, par l'arrière souvent. Alors il y a 2 modèles globalement qui font ça, il y a l'ancêtre qu'on appelle l'Excalibur et puis il y a le nouveau modèle qu'on appelle le Sedona. J'ai les deux, il se trouve que j'ai récupéré un Excalibur et j'ai récupéré un Sedona
J'ai les deux, l'Excalibur je le connais depuis pas mal d'années, je recommande fortement le Sedona maintenant, parce qu'à prix égal, il est quand même sacrément plus évolué, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Il permet surtout, bon, déjà premièrement sa présentation est beaucoup plus agréable, ça ressemble à un petit four, un déshydrateur, vous voyez, hop, un petit four de cuisine, c'est encastrable, c'est pensé pour être encastrable, on rentre les clés, on referme, on programme, il y a des lampes à l'intérieur pour voir un petit peu le contenu, ça ressemble à un petit four finalement. Donc il est déjà beaucoup plus pratique à prix égal, mais surtout il est programmable et ça change tout au niveau de la déshydratation. Je vais vous expliquer en quoi ça peut changer les choses, parce que souvent quand on pense déshydratation, on pense 42 degrés. Au-delà de 42 degrés, tout est mort. Il faut être juste en dessous, hop, en dessous du radar. 42 degrés, t'es à 42,5, c'est foutu. En vérité, cette valeur de 42, elle a été déterminée par rapport à la préservation des enzymes qui se trouvent dans les fruits et les légumes. Alors il faut savoir que la dégradation des enzymes, elle commence dès qu'on se retrouve au-dessus de 10-15 degrés. Sauf qu'elle est très lente, elle accélère progressivement en fonction de la température. À 30 degrés, elle sera plus rapide qu'à 15 degrés, elle va prendre des jours, des semaines. À 40 degrés, elle va prendre des jours, des heures. À 60 degrés, elle va prendre des heures ou des minutes. Et puis à 70-80 degrés, elle va prendre quelques minutes. C'est en cela que l'élévation de température par la cuisson détruit énormément de principes vivants dans les fruits et les légumes, en particulier les enzymes. On s'est rendu compte, je m'approprie quelque chose qui ne m'appartient pas, on va dire que la spécialiste S-Crusine de l'association Régénère, à savoir Silou, Cécile Versane, qui fait les préparations dans les stages, qui s'occupe de la crusine dans les stages, m'a fait remarquer à juste titre que si on déshydratait à 42 degrés dès le départ, eh bien, il y avait un risque de moisissement. Pourquoi? Parce qu'au début, les fruits et les légumes sont très riches en eau, et finalement, l'eau qui s'évapore sous le fait du flux d'air fait qu'il y a un refroidissement du produit. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas à 42 degrés à cœur, mais on est à 30 degrés ou à 25 degrés. Et le séchage se fait très lentement, et parfois trop lentement, et il y a moisissure. Et elle a adopté une technique dans laquelle, eh bien, la première heure, elle déshydrate à 60 degrés. C'est 60 degrés effectifs dans l'enceinte, mais dû à l'évaporation, la température à cœur du produit ne déplace pas 40 degrés. Et une heure après, clac, elle baisse en température. Ces modèles-là, ces nouveaux modèles, comme le Sedona par exemple, le permettent. C'est-à-dire qu'ils permettent de faire une programmation, je vous le montrerai tout à l'heure, dans lequel finalement on règle une heure. Et puis après, on règle 10 heures de séchage. Avec l'Excalibur, ce n'était pas possible. Il y avait juste un petit potentiomètre, une petite molette, et il fallait penser à le changer. C'est un petit détail, mais à prix égal, je préfère nettement ce modèle. Alors, on va commencer, je vous ai dit, la déshydrater, c'est avant tout pour conserver. Vous avez beaucoup de légumes au jardin, vous ne savez pas quoi en faire, vous allez les conserver. Alors, on peut les conserver, on peut les faire sécher de multiples façons. J'ai essayé de vous montrer un petit peu de façon exhaustive les façons qu'on a de conserver les produits. En règle générale, surtout dans les légumes, il faut les découper relativement finement. Plus vous les découperez finement, plus vite ils vont sécher. Moi, quand je découpe finement, par exemple une carotte, qu'est-ce que je fais? Je prends la mandoline, tout simplement. Je prends ma mandoline et je découpe. Je regarde l'épaisseur des tranches. Ouais, ça va. Je vais un poil plus. Alors, plus vous les ferez fines, plus qu'elles vont sécher, elles vont être croquantes et ressembler un peu à des chips. Et on va voir ça tout à l'heure. Voilà, là, vous coupez votre carotte comme ça. Vous avez des tas de petits morceaux de carottes que vous allez pouvoir étaler tranquillement sur vos clés, à ce niveau-ci, pour les mettre à la déshydratation. Alors, le mieux est de ne pas les faire se recouvrir. Ça séchera d'autant mieux, ça évitera de se coller. Ça peut être fait avec tous les légumes racines. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de sécher des carottes? Vous allez voir tout à l'heure, on peut en faire quelque chose d'assez appréciable. Parce que déshydrater, enlever l'eau, ça veut dire aussi réduire le poids. Et quand on est en voyage, quand on est en balade à pied, moi j'y ai beaucoup pensé aux questions de manger cru quand on est à pied en autonomie. Vous allez voir, ou quand on est en déplacement et qu'on n'a pas accès à des fruits et des légumes frais, vous allez voir qu'il y a des tas de petites alternatives savoureuses. Alors on peut faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, pour pousser le truc un peu plus loin, c'est de prendre ces dites carottes que nous avons découpées, et puis par exemple de prendre un petit peu de cumin, et puis les parsemer de cumin.
comme ça. Et ça, tout simplement, on va le mettre au déshydrateur. Alors, les carottes parsemées de cumin, elles vont avoir un intérêt, c'est que une fois qu'elles vont être sèches, elles vont réduire énormément. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner une fois sec. Donc là, je le mets dans mon déshydrateur que je programme tout à l'heure. Et voilà un petit peu ce que ça peut donner. Et là, regardez, ben voilà mes carottes déshydratées. Carottes déshydratées, ça fait un petit peu comme des petits pétales, c'est croustillant. Celles-ci sont épicées, je les ai épicées avec du piment, avec du cumin, avec du piment d'Espelette, un fabuleux piment d'Espelette qui m'a été offert lors du dernier stage, qui est excellentissime. Les Basques, là, question piment, ils s'y connaissent. Et tout de suite, ça fait des choses à grignoter. Ça fait aussi des petits morceaux de légumes qu'on va pouvoir rajouter par exemple l'hiver quand vous faites des soupes crues, ou soupes chaudes d'ailleurs, ou soupes cuites. Mais bon, on va penser soupe crue. Vous faites un jus de légumes par exemple en hiver, vous le réchauffez légèrement, puis qu'est-ce que vous faites? Vous le parsemez avec ces petits morceaux de carottes. Vous faites une salade, vous le parsemez avec ces petits morceaux de carottes. Alors en petits morceaux comme ça, c'est intéressant. Ça va l'être plus encore si on le passe ce qu'on appelle turning slicer, c'est-à-dire le système pour faire des petits spaghettis. Je le prends comme ça et je vais faire des petits spaghettis. Alors ça, de la même façon, on va pouvoir l'épicer, on va pouvoir mettre des aromates dessus, et ça pareil séché, ça fait quelque chose qui va pouvoir être facilement parsemé sur les salades. Là je le fais avec de la carotte, on pourra le faire avec de la betterave tout à l'heure, oui, ça se fait tout seul. Et puis l'autre oignon, on le passe dans les jus, tout simplement. Je n'ai pas poussé la démonstration beaucoup plus loin, vous avez compris. Et alors puis ça fait toujours rigoler les enfants quand on a la carotte comme ça, toujours le truc un peu sympa à utiliser. Voilà. Et donc ça, une fois déshydraté, qu'est-ce que ça va nous donner? Regardez par exemple, là, ce que j'avais préparé, puisque je vous ai fait quand même pas mal de petites préparations. Voilà ce que j'ai préparé avec de la betterave. De la betterave épicée, ça fait des petits cheveux comme ça. Pareil, qu'on va pouvoir mettre dans les salades, en parsemé sur les salades par exemple. Ça va être utilisable dans les soupes crues. Et puis, toujours pareil, pour ma préparation spéciale que je vais vous montrer ensuite. Donc ça, c'est sur les légumes racines. On peut faire de même avec la betterave. Pareil avec la betterave. Alors, la betterave, si vous l'utilisez, il vaut mieux la peler. Parce que sinon, la peau a un goût un peu âcre parfois. Ou alors, il faudrait vraiment la brosser. Voilà, pour le coup, je vais avoir les mains violettes. Hop. Regarde où on en est. Voilà. Et votre betterave, pareil, vous allez passer à la mandoline. Alors attention avec les doigts pour la mandoline. Hop, j'aime bien utiliser ça. Enfin, j'aime bien. Alors c'est là où c'est intéressant d'avoir une mandoline assez large. Quand on a un produit comme ça qui est très très large, et encore cette betterave, elle n'est pas immense. Mais on va pouvoir faire littéralement des chips de betterave. Voilà. Regardez comme c'est joli ça. Là, c'est magnifique chips de betterave avec cette couleur. Et alors ça, une fois déshydraté et épicé, regardez ce que ça va donner. Ça va donner ces espèces de petits pétales de betterave. Regardez, si vous présentez une petite assiette comme ça, par exemple, pour l'apéritif, alors oui, certes, ce sont des aliments déshydratés. Tenez, j'enlève ça pour ne pas l'avoir dans le champ. Oui, certes, ce sont des aliments déshydratés, donc c'est pas idéal, ça contient pas d'eau. Ouais, mais comparé à tout ce qu'on appelle les amuse-gueules qu'on vous sert dans le commerce, en termes de santé et de qualité nutritive, ça n'a rien à voir. Une petite assiette comme ça, moi je trouve que pour l'apéritif, c'est extrêmement séduisant. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les petites carottes qui ont été coupées en tranches. On a les betteraves. Ensuite, on a les carottes qui ont été faites sur la longueur. Celle-là, je peux vous la montrer, par exemple. On reprend... Bon, là, il faudrait que je la passe juste à l'eau. Si j'y pense, on coupera. Sinon, on ne coupera pas. Je prends ma carotte. Hop. Alors là, pour le coup, protection indispensable. Et ma carotte... je la passe à la mandoline.
Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste ensuite? Ben, il me reste ces longues bandelettes de carottes que je vais pouvoir passer avec des épices et qui, une fois déshydratées, vont me donner ben, ces petites bandelettes-là, croquantes, croustillantes. C'est simplement de la carotte déshydratée. Donc avouez que comme alternative, hein, à grignoter pour les enfants, à grignoter lors d'un apéritif, à parsemer sur les salades, à parsemer dans vos soupes crues, c'est extrêmement intéressant. On est à la fin de l'été. Donc là, c'est le grand moment des tomates. Alors, les tomates séchées, tout simplement. La tomate séchée, on l'utilise dans quoi? On l'utilise dans les soupes, on l'utilise dans les soupes crues, bien sûr, on l'utilise dans les sauces. Hein. On peut même les mettre à réhydrater et les passer en jus en plein hiver, c'est absolument délicieux. On peut les grignoter comme ça. Alors pour faire des tomates déshydratées, c'est tout simple. Hein. On prend la tomate, alors toujours le coup, hein, pour pas, surtout quand elles sont très très mûres, je vous l'indique, avec la pointe du couteau. Donc il s'agit d'avoir des couteaux très aiguisés. Vous les incisez légèrement, hop, et après vous coupez. Hop, faites une incision et là-dedans, ça va couper tout seul. Là pareil, je vous conseille de faire des tranches les plus fines possibles, parce qu'après ça fera des petits pétales chips de tomates. Donc ça, c'est la première préparation, parce que ça sent bon la tomate comme ça. Mais il y a la deuxième préparation, qui est l'une de mes recettes crues préférées, on va dire, si tant est que ça soit une recette. Vous prenez une tomate comme ceci, vous prenez, voilà, j'en ai ici, des herbes de Provence, on appelle ça des tomates à la provençale, par ici. Vous parsemez d'herbes de Provence, et vous placez au déshydrateur. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Hop! Quelques heures après, voilà ce que ça va vous donner. Des tomates, alors l'idéal c'est de les garder relativement moelleuses, vous voyez comme ça, elles sont encore bien tendres. Des petites tomates à la provençale, ça aura concentré le goût de la tomate d'une façon extraordinaire. Et là c'est vraiment, c'est absolument somptueux pour accompagner, ça fait vraiment petit plat préparé, alors qu'en fait c'est simplement des tomates avec un petit peu d'herbe. Là regardez qu'est-ce que j'ai à côté, ben, j'ai des pétales de tomates, c'est-à-dire de la tomate séchée faite maison. Alors c'est intéressant de le faire maison, je vais vous dire pourquoi, parce que la plupart des tomates séchées que vous allez trouver dans le commerce, elles sont salées. Il y a des conservateurs, il y a des sulfites, on a utilisé du soufre, hein, pour l'aspect antifongique du soufre. Et surtout, elles contiennent du sel, hein, ce qui fait qu'elles sont extrêmement salées, parce que forcément le sel ça tire l'eau et que ça facilite le séchage. Sel maison, elles n'ont ni sulfite, ni additif quelconque. Elles sont de la qualité que vous aurez choisie pour la qualité de vos produits. Et en plus elles seront sans sel. Donc c'est pour ça que je vois un avantage indéniable à faire ainsi. Là regardez par exemple sur cette petite assiette, là aussi hein, joli à présenter sur une table pour inviter les gens. J'ai des tomates à la provençale, des tomates déshydratées, et puis là ce sont des petits pétales de betterave qui ont été épicés, tout simplement. Alors au titre des recettes un petit peu particulières, sur l'assiette tout à l'heure je vous l'avais montré, il y en a une aussi qui retient toute mon attention, c'est l'avocat. Ah, l'avocat séché, vous auriez imaginé, c'est déjà bon l'avocat, c'est gras. Ah, mais concentré, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ceci, ça donne des frites d'avocat. Là, on a des très beaux avocats As qui viennent d'Espagne. Vous défaites la peau, vous avez ces petites barquettes d'avocat. Vous les mettez simplement au déshydrateur, on va les faire rejoindre. Hop, comme ceci. Alors là pareil, hein, vous pourriez très bien les épicer, du cumin, ça va très bien avec l'avocat. Hop, vous les mettez à déshydrater. Et qu'est-ce que ça va nous donner quelques heures après? Et bien quelques heures après, ça va nous donner ça. Des véritables petites frites d'avocat. L'avocat se tient selon qu'il est plus ou moins déshydraté. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un avantage de ces nouveaux modèles de déshydrateurs. C'est qu'ils sont silencieux, ils sont extrêmement silencieux par rapport à l'Excalibur, hein, qui faisait penser à un Boeing au décollage à peu près, qui faisait qu'il y avait une sorte d'ambiguïté parce que ça doit chauffer, hein, donc il vaut mieux pas le mettre dans le garage en plein hiver parce que ça va demander une consommation électrique importante, et pourtant ça faisait tellement de bruit qu'on devait le mettre dans le garage parce que sinon on ne pouvait pas le laisser fonctionner. Avec ces appareils, regardez celui-là, on va le mettre en marche. Voilà, là il est parti. Donc dans une cuisine, ça fait un petit bruit, un léger petit bruit, mais c'est tout à fait acceptable. Là, je l'éteins. Voici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de les consommer à différents stades. Là, cet avocat, il est très séché. Pour la bonne et simple raison, j'avais prévu de faire cette vidéo hier, et puis bon, ça a attendu, donc ça a séché 24 heures de plus. C'est très intéressant de le consommer à tous les stades. Là, vous allez avoir de véritables petites frites d'avocat. Et alors, quand il est très séché, comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon avocat,
prends mon avocat bien séché. Alors comme ça, il est conservable. Hein. Donc imaginons par exemple, vous recevez un colis d'avocats très mûrs de la Biocoop, ils ne savent pas quoi en faire, ils vous les déstockent. Ben, vous les prenez, vous les séchez et ensuite vous les coupez en fines lamelles. Vous pouvez les conserver comme ça. Et ça, vous verrez que mis sur des salades, c'est absolument délicieux. Voilà, ça c'est l'avocat séché. Grand classique aussi. Alors avec les légumes, ben, il y en a un autre aussi qui est vraiment incontournable, c'est la patate douce. Patate douce, je ne sais pas si vous savez, il y a peu de gens qui le savent, en tout cas pas assez. La patate douce particulièrement, celle-là, c'est la patate douce d'Elne. Hein, donc c'est vraiment du local, variété locale de quelques kilomètres. La patate douce est extrêmement sucrée et se consomme très facilement crue. Elle est très digeste crue. D'ailleurs, le fait qu'elle soit sucrée dénote le fait qu'elle contient des sucres simples et non pas des sucres complexes. Elle est beaucoup plus sucrée que la pomme de terre. La pomme de terre contient énormément d'amidon et de sucres complexes qui sont difficiles à digérer, alors que la patate douce contient des sucres simples qui sont beaucoup plus faciles à digérer. Alors, la patate douce, ben, ça se consomme, on peut la râper simplement. Déshydratée, ça donne quelque chose de pas mal aussi. Déshydratée, si j'enlève la carotte là, déshydraté, ça va nous faire les fameux chips de patates douces. Comment est-ce qu'on fait? On prend la mandoline, on la règle au plus fin possible. Vraiment, c'est important. Et là, on va faire des tranches très fines. Hop, voilà pour la démonstration. Regardez, vraiment, c'est de la taille. Vraiment, elles font moins d'1 millimètre d'épaisseur. On peut les épicer ou pas. On les met à déshydrater. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ces petits chips de patates douces qui sont extrêmement craquants, très sucrés. Si on les épice, eh bien voilà ce que ça va donner. Alors ça, je l'enlève parce que ce sera pour tout à l'heure. Si on les épice, voilà ce que ça va donner. Épicé au curry, épicé au piment d'Espelette, des magnifiques petits chips de patates douces. Regardez, on rajoute ça, on met ça comme ça, et tout de suite, là aussi, une petite assiette assez sympa à déguster. Petite présentation assez sympathique. Alors là, puisque je l'ai dans l'assiette, ben là aussi un grand classique, l'oignon déshydraté. Prenez un oignon, pareil, vous le passez à la mandoline, impératif pour qu'il soit extrêmement fin, et ça va vous faire des petites lamelles d'oignon. Alors tout ça, pareil, déshydraté, séché, croquant, à l'apéritif, pour parsemer des salades, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'ai poussé la chose un peu plus loin. Si on prend ces différents ingrédients, et puis que, au lieu de les déshydrater tels quels, on les déshydrate en mettant un petit peu d'huile d'olive. C'est-à-dire que j'ai pris tous mes ingrédients, patates douces, carottes, qu'est-ce que j'avais là? J'avais un peu de panais, j'avais de l'oignon, et je les ai mélangés dans un bol et j'ai mis, allez quoi, 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, c'est pas frit, donc c'est juste un petit peu d'huile d'olive qui va être mis dessus, et je les ai mis déshydratés. Et alors là, l'aspect croquant va être assuré d'une manière extraordinaire. Avec un peu de curry, tout de suite, ça fait, regardez ça, on dirait une assiette de chips. Sauf que ce sont des chips crus, qui n'ont pas tous les inconvénients des fritures à haute température, les acrylamines qui sentent bon le cancer et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà une alternative excellente. Et je dirais même, mieux vaut le faire comme ça cru avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel que d'aller acheter des chips, alors qui là par contre sont de qualité absolument déplorable, même en bio. C'est de la friture à très haute température. Là c'est des chips à très basse température. Alternative assez extraordinaire. Cela je les trouve vraiment magnifiques. Alors pour les légumes, qu'est-ce que j'avais envie de vous présenter encore? Bon, le poivron, le simple poivron, qui lui aussi va s'y prêter très bien. Toujours pareil, mandoline, c'est le mieux pour faire fin. Franchement, au couteau, on n'arrive pas à faire aussi fin. Pas aller loin là pour pas m'attaquer les doigts. Hop, voilà, des petits carpaccio de poivron qui, une fois secs, vont donner ceci. Ces espèces de petits cheveux de poivron. Alors ça, moi, j'aime énormément le poivron séché comme ça dans les sauces. L'hiver, quand je fais des petites sauces avec un peu d'avocat, je mets du poivron séché. En plus, les fruits secs, les légumes secs ou les fruits secs qui vont être mis dans les sauces, ils vont tirer l'eau. Donc votre sauce, elle va s'épaissir. C'est toujours intéressant. On est toujours à la recherche de moyens pour épaissir les sauces. Et donc le poivron en hiver, ça vous donne un petit goût d'été, vous savez, au beau milieu, là, quand ça fait noir, froid, gris et humide et qu'on se demande pourquoi est-ce que nos ancêtres ont quitté les tropiques. Là, d'un seul coup, waouh, ça fait un peu de chaleur qui est vraiment extrêmement bienvenue.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter pour le légume. Des recettes, des choses relativement simples. La règle générale, c'est de marier les épices. Moi, je prends des légumes bruts que je récupère. L'avantage aussi de déshydrater, c'est que des légumes qui n'étaient pas si jolis que ça, eh bien, on les prend, ils avaient perdu un peu leur eau, ils étaient déjà partiellement déshydratés. Je les récupère, les fins de marché dans les magasins bio. Je les récupère, je les passe avec quelques épices, je les mets en bocaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a directement prêt sous la main si on veut inviter quelqu'un, réaliser une petite recette. Autre gros avantage, c'est que tout ceci va pouvoir être utilisé pour faire des soupes instantanées. Alors, soupe instantanée, quoi c'est-il donc? Je vois qu'il me manque un ingrédient. Où est-ce qu'il est passé? Il me manque un ingrédient. Qu'est-ce que j'en ai fait? On va être obligé de faire une petite coupure. Une autre préparation à base de légumes qui est très connue, c'est le fameux sel de céleri. Le céleri contient énormément de sodium. Et alors, vous pouvez imaginer que déshydrater, le céleri qui est déjà très très salé au goût, l'est encore plus. Alors, ce que je fais, c'est que je prends du céleri. Là, je le coupe au couteau. J'aurais pu le faire à la mandoline aussi. Je le coupe en morceaux au couteau. Plus vous ferez des tronçons petits, plus ça sera facile ensuite à mixer. Vous allez le déshydrater. Une fois déshydraté, vous obtenez ce petit céleri comme ça, en petits morceaux totalement déshydratés. Et ça, vous allez le mixer et vous allez obtenir quelque chose qui est extrêmement salé au goût. C'est ce qu'on appelle le sel de céleri. Alors je vous disais, on peut faire pas mal de choses avec ces légumes, et en particulier des soupes instantanées. Mais qu'est-ce que je vais faire pour faire une soupe instantanée? C'est tout simple. Je vais prendre différents légumes que j'ai déshydratés. Alors là, par exemple, je vais prendre le céleri. Le céleri comme ça que je vais mettre sans mettre les graines dedans. Je vais y rajouter un petit peu d'oignon. Tenez, je vais prendre celui-là. Un petit peu d'oignon à ce niveau-là. Ensuite, j'y rajoute mes petites carottes. Un peu de poivron. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter d'autre là-dedans? Tenez, je vais mettre un petit peu de patate douce. Oui, pourquoi pas. Un petit peu de patate douce. Quelques chips de patates douces. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas énormément. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends le capuchon du blender et je mixe tout ça. Il va falloir le mixer jusqu'à avoir une véritable poule. On donne un petit coup à pleine vitesse. Voilà, le Blendtec il est fabuleux pour ça. Attention. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient tout simplement, je vais vous montrer sur une assiette, une petite poudre très fine de légumes. Et ça, ça c'est une recette inventée par Cécile Versan, toujours. Hop, là j'en ai mis à côté. Ça, vous rajoutez un petit peu d'eau tiède quand vous êtes en balade. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez une véritable soupe instantanée. De la même manière, ça se parsème sur les salades pour faire des épices. Et d'ailleurs, en parlant d'épices, on peut faire exactement la même chose pour faire ces épices maison. Gingembre, curcuma, maison, en découpant et en séchant. On peut se faire des mélanges d'épices avec ail, oignon, séché, gingembre. Là par exemple, regardez, j'ai pris du gingembre. Je l'ai séché sur ces clés-là. Ça, c'est les vieilles clés d'Excalibur. J'ai séché du gingembre, j'ai séché du piment. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est vraiment encombré. Après, on va faire une petite pause pour nettoyer. Je prends mes produits. Voilà, c'est là où ça vaut le coup d'avoir un bon blender. Pour le coup, gingembre, piment. Je vais mettre 2 piments. Hop. Voilà. Et là, c'est parti pour un petit coup de mixage.
Et là, qu'est-ce que vous avez? Ben, plutôt que de l'acheter très cher, hop là, attendez. Oh là là, ça sent bon le gingembre. Au lieu de l'acheter très cher dans des magasins bio, regardez, je vais le mettre là. Qu'est-ce que vous avez? Ben, du gingembre en poudre. Du gingembre piment en poudre, qui d'après moi, cayenne, qui pousse vraiment bien. Pareil, les épices en magasin bio, c'est très bien, mais c'est extrêmement cher par rapport aux produits, la quantité de produits. Ça va être valable d'ailleurs pour tous les fruits secs. On va revenir aux fruits ensuite, on va montrer quelques exemples de fruits. C'est valable pour tous les fruits secs aussi. Extrêmement cher par rapport à la valeur du produit frais. Et surtout, vous ne maîtrisez pas la température de déshydratation, vous ne maîtrisez pas les additifs qui ont été ajoutés. En faisant ça, vous vous réappropriez tout cela. Allez, après les légumes, nous voilà aux fruits. Alors les fruits déshydratés, hein, découpe. Je vais pas vous faire un cours de découpe de fruits. Je vais quand même montrer quelque chose sur la banane. La banane déshydratée, pour bien la couper en deux, je vous conseille de la couper avec la peau. Hein. C'est là où vous allez ne pas avoir la banane qui se défait, surtout quand elle est très très mûre. Et une fois qu'elle est coupée avec la peau, et ensuite vous la défaites tranquillement. Il vaut mieux la défaire d'ailleurs sur un surport-plan si vous voulez la garder intégrale. Alors là pareil, la banane, bon ben il y a la banane déshydratée toute simple, un formidable petit encas pour le goûter pour les enfants. Mais au-delà de la banane déshydratée toute simple, regardez un petit peu, je vous ai fait des petites préparations pour vous montrer un petit peu l'inspiration que l'on peut avoir. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus? On a de la banane avec de la caroube. Alors non, de la banane avec de la cannelle, banane cannelle, banane caroube, bien noire, bien déshydratée. Banane, caroube, miel, hein, avec un petit peu de miel, hein, ce qui va permettre de garder un caractère extrêmement onctueux. Là, c'est pour les enfants, ça va être absolument fabuleux. Banane toute simple, hein, petits chips de banane déshydratés à amener pour le goûter. Hein, plutôt que toutes les préparations qu'on va vous faire avec du chocolat, ben là, voilà des préparations qui sont un peu alternatives. Banane, caroube, cannelle, un grand classique. Et là, banane caroube, mais fait sous forme de petites tranches. Et ça, je vous garantis que ça n'a rien à envier aux bonbons qu'on va trouver sur le marché. Première des choses. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose avec la pomme. Hein. Pomme déshydratée. Quand vous avez une surabondance de pommes au jardin, pomme déshydratée qui ensuite va pouvoir être réhydratée, mélangée dans des smoothies. Hein. Pomme déshydratée au chocolat. Hein. De la même manière, ananas. Ananas déshydraté, hein, un gros arrivage d'ananas de chez le grossiste, hein, il y avait beaucoup d'ananas mûrs, hop, ananas déshydraté qui vont être proposés. Pour amener pour le goûter des enfants, des petits kiwis, hein, regardez ça, des petits kiwis déshydratés, ce qui veut dire que ça va les concentrer. Attendez, je ne vais pas résister. Avec un peu de cannelle par-dessus, absolument excellent. Ananas, chocolat, je ne vais pas commencer à tout goûter. Hein. Une mangue, et ça aussi c'est intéressant avec les enfants. Une mangue entamée, une mangue qui n'était pas terminée, qui est restée là, et puis bon, peut-être quelqu'un allait la manger derrière, ou peut-être pas. Hop, passer à la déshydratation. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir le déshydrateur directement dans la cuisine, parce que dès que vous avez des restes, hop, au déshydrateur, au déshydrateur, au déshydrateur. Et ça, vous allez pouvoir le valoriser à d'autres moments. Là, qu'est-ce que j'ai fait aussi? L'un de mes fruits préférés en déshydraté. De la poire qui a été passée simplement à la mandoline, une poire très très mûre, et qui donne ces petits chips de poire. Alors le goût de la poire déshydratée est absolument inimitable. Poire, pomme déshydratée, excellentissime. Mais avec les fruits, j'avais envie de vous montrer quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour le goûter des enfants, qu'on appelle les cuirs de fruits. Alors les cuirs de fruits, ça consiste en quoi? Et ça, il faut avoir un bon déshydrateur pour le faire. Ben, ça consiste à prendre des fruits mûrs. Là par exemple, je prends banane. J'ai des poires qui sont très très mûres, des bonnes poires bien fondantes. Hop, je les mets en 4 ou bien en plus. Souvent on met une banane, c'est une base qui va donner l'onctueux. Mais on peut le faire avec n'importe quel fruit un peu avancé, un peu abîmé, vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Hop, vous pouvez mettre des épices, vous ne le mettez pas, comme vous voulez. Ensuite, je commence à mixer. Voilà.
et je fais simplement une purée de fruits, tout simplement. Et cette purée de fruits, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une plaque. Alors je peux mettre du papier sulfurisé. Là j'utilise un système en anti-adhérent qui vient de l'Excalibur, mais j'ai déjà bien essayé avec du papier sulfurisé. Et je verse ma préparation. Je verse ma préparation qui peut être assez liquide, c'est pas un problème. Voilà, je verse tout simplement ma préparation. Et ensuite, je répartis sur la plaque en faisant comme ça. Donc plus c'est liquide et plus c'est facile de répartir sur la plaque, de manière à ce que ça ne soit pas trop épais. Une fois que je l'ai bien réparti, hop, je le mets à déshydrater. Clac, pling, magie du direct. Qu'est-ce que je ressors quelques heures après? Voilà ce que je ressors. Là, j'avais mis de la cannelle. Et ça, ça se détache normalement très facilement. Et qu'est-ce que vous avez? Une véritable crêpe. Une crêpe de fruits. C'est ce qu'on appelle les cuirs de fruits. Là, vous prenez ça, vous prenez une banane par exemple, tout simplement. Hop, petite banane. Et vous allez le rajouter. Hop, on prend le cuir de fruits. Si vous voulez faire un petit goûter pour les enfants, je mets ça ici. Mettez votre petite banane à plat. Pas la technique la plus orthodoxe. Voici. Là, je le plie. Et hop. Et vous faites un petit roulé à la banane. Vous pouvez fermer à l'avant et à l'arrière. Si vous aviez écrasé votre banane, vous pouvez l'écraser à l'intérieur. Ça, c'est la méthode catalane. On se fait ça tranquille. Vous pouvez l'écraser à l'intérieur. Vous pouvez mettre une crème au chocolat fait avec de la banane, des dattes et de la caroube par exemple ou du cacao. Et là, ça fait un dessert mais absolument fabuleux pour les enfants. En plus, si vous laissez les fruits un petit peu à l'intérieur, eh bien, ils vont comment dire, assouplir énormément la crêpe, ce qui va la rendre encore plus fondante. Et ça, pour faire des bûches, j'avais fait une recette de bûches au chocolat avec ça, qui était absolument incontournable. Là-dedans, vous pouvez passer tous les fruits pour faire les crêpes de fruits. Blender, et c'est là où ça vaut le coup, vous avez vu, avec les fruits, avec les morceaux, il faut avoir un blender qui prend tout bien, qui démarre bien. Et ensuite, déshydrateur. Là, pareil, 60 degrés pendant 1 heure, et après 40-42 degrés, et vous allez avoir ce résultat en moins de 12 à 15 heures. Absolument extra. Allez, pour terminer, j'avais envie de vous présenter un petit peu ce que l'on peut faire avec les oléagineux. Alors, la première chose moi, que je fais avec les oléagineux, c'est simplement de sécher des oléagineux. Quel intérêt de sécher des oléagineux? Vous savez que les graines de tournesol, les amandes, contiennent des inhibiteurs de croissance, des inhibiteurs enzymatiques qui empêchent la germination de la graine. Ça vaut le coup de les faire tremper pour lever cette inhibition et pour lancer le processus de germination. Mais si on ne les consomme pas immédiatement ou qu'on veut les amener en voyage avec soi, et bien à ce moment-là, on les déshydrate. On les déshydrate, par contre, la levée de dormance aura eu lieu et tous ces principes qui étaient des principes contraires à la digestibilité de la graine auront disparu. Gros avantage. Donc, amandes trempées, tournesol trempé. Si en plus vous le faites tremper dans du plasma de Quinton, par exemple, avec des épices, eh bien, les amandes et les graines de tournesol vont se gorger de ce sel et de ces épices. Et à ce moment-là, vous allez avoir des amandes et des graines de tournesol épicées. Pour l'apéritif, voilà ce qu'on a. Là, par exemple, sur ce plateau-là, j'ai ajouté des petits champignons que j'ai roulés dans du cumin, des champignons de Paris, tout simplement. Même pas des champignons de Paris, des rosés des prés. Des rosés des prés cueillis dans le coin. Et voilà une petite assiette, là, pareil, à parsemer, à utiliser dans les salades. Vous avez quelque chose qui est pré-germé. Et alors, dernier petit exemple de tout ce qu'on peut faire avec un déshydrateur. Et là, Dieu sait que des recettes, il y en a vraiment pléthore. Je vais ranger ceci. Dernier petit exemple de ce qu'on peut faire avec un déshydrateur, c'est les crackers. Alors les crackers, là aussi, il y en a une infinité de recettes. J'ai voulu vous montrer des choses très simples. Là, j'en ai fait 2 types, à base de graines de lin et à base de graines de tournesol. Alors à base de graines de tournesol, c'est très simple. Des graines de tournesol trempées, un peu d'eau ou de plasma de Quinton, de l'ail, des tomates, des poivrons. On fait une purée un petit peu épaisse. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On le met sur les clés du déshydrateur avec la programmation 60 degrés, 40 degrés et on obtient des petits crackers qui vont remplacer le pain. Pour les gens qui sont habitués encore, pour les enfants, eh bien, les crackers sont une formidable alternative. Pour ceux qui n'ont pas de blender, il y a une recette de crackers extrêmement simple avec des graines de lin. Ça consiste en quoi? Eh bien, on prend des graines de lin,
on y met de l'eau. Et puis on rajoute progressivement de l'eau et des épices. Là pour le coup c'est avec des épices. Et ça fait réellement des petites galettes comme ça. Extrêmement craquantes, délicieuses. D'ailleurs c'est un goût. Et on prend ces graines de lin, je vais vous montrer. Si j'en ai par là. Oui, j'en ai par là. On prend des graines de lin. Alors lin blanc ou lin doré, peu importe. Là moi je mets du plasma de Quinton pour faire tremper. Hop là. Il faudra peut-être un petit peu plus d'eau. N'inquiétez pas, c'est l'eau du puits, il n'y a pas de chlore, il n'y a personne qui a mis son nez, tout va bien. Je vais mettre un petit peu d'épices, par exemple du cumin. Et voilà, et je vais laisser gonfler. Et vous allez obtenir quelque chose au bout d'une petite heure à peu près, qui va être dit mucilagineux, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu collant, gluant. Et quand ça commence à être bien collant et bien gluant, là je vais pas pouvoir vous le montrer, on va pas prendre le temps que ça gonfle, eh bien vous l'étalez très très finement, et peu importe s'il y a des... Regardez là, par exemple, hop, là, où est-ce que je le montre? Hop là, c'est là. Regardez là, il y avait par exemple des petits trous dedans. Peu importe, le mucilage va faire que tout va se tenir, et vous obtenez des petits crackers excellents. Ben ça, c'est la même chose. Hein, pareil, sauf que là les graines ont été mixées au blender. Les graines mixées au blender, ben, ça donne ces espèces de galettes. Le lin est fabuleux, hein, ça donne un liant extraordinaire. Le lin est chargé d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9, d'oméga 12, d'oméga 15, d'oméga 18, de tout ce que vous voulez, de principes actifs. Comme toutes les graines oléagineuses, c'est des bombes en termes de concentration nutritive. Voilà, alors les crackers, je vous dis, hein, des multiples recettes, on peut les faire avec les amandes, avec les graines de tournesol, avec les graines de lin. Là-bas, c'est toujours la même. Des graines trempées qu'on va mixer avec des épices, de l'ail, des légumes. La plupart du temps, tomates, concombres, tomates, poivrons par exemple, hein, qui vont donner bien du goût. Mais on peut les manger avec n'importe quoi d'autre. Si c'est l'hiver, ben, on va pouvoir mettre des tomates déshydratées, des poivrons déshydratés. On va pouvoir mettre un petit peu d'oignon dedans. Et quand on a une pâte un petit peu épaisse comme une purée, on l'étale au déshydrateur et à ce moment-là, ça fonctionne tout seul. Ça se laisse déshydrater et c'est parti pour la dégustation. Je vais vous faire une petite démonstration de l'utilisation du déshydrateur, comment est-ce qu'on le programme, son intérêt. Et puis après, ben, on se retrouvera devant un petit peu l'étendue des possibilités pour faire une petite conclusion à cette vidéo quelque peu improvisée. Alors voilà un petit peu la démonstration que je voulais vous faire du fonctionnement des déshydrateurs. Hein. Comment est-ce que ça fonctionne? L'intérêt de ces déshydrateurs, c'est qu'on peut les programmer. Donc par exemple, j'appuie sur 7. Là, je vais régler la température. Donc je la baisse. On peut la baisser jusqu'à 30 degrés, je crois, de mémoire. Ouais, 30 degrés. Et on monte jusqu'à 70 degrés. Donc là, par exemple, pour la première heure, hop, je l'augmente par 10. 58, 59, 60. Et ça, je le règle pendant 1 heure. Je le règle comme ça. Ensuite, je mets 32, allez, je vais mettre 40 degrés pendant 24 heures. Je peux choisir si j'utilise simplement le ventilateur du haut, simplement le ventilateur du bas ou les deux. Comme ça, si je n'ai qu'un demi-déshydrateur, ben, ça ne me sert à rien de dépenser de l'énergie pour rien. Et là, hop, je valide. Et c'est parti, 60 degrés pendant 1 heure. Si je veux ouvrir un moment, j'ouvre, hop, vous voyez des petites lumières qui me permettent d'y voir. Et quand je referme, ça repart automatiquement. J'ouvre. Autre avantage hein, que j'apprécie beaucoup, si vous devez choisir un déshydrateur, vérifiez qu'il y ait un fond comme ça, amovible, comme sur celui-ci. Alors bien sûr, comme je ne suis pas en face, ça ne va pas le faire facilement. Voilà. Parce qu'il arrive qu'il y ait des choses qui coulent dans les produits, et c'est toujours assez difficile à nettoyer. Celui-ci, il est bien conçu parce qu'il a un fond amovible qui permet de le nettoyer très très facilement. C'est tout simple, ça ressemble à un four, et pourtant, ça peut changer la donne. Encastré chez soi, l'intérêt c'est de l'avoir dans la cuisine, ça permet de travailler des produits qui vont être plus ou moins déshydratés et à chacun d'explorer, de découvrir un petit peu ce qui lui convient. Alors la déshydratation, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une concentration, donc une concentration de goût. Je trouve que c'est une formidable façon d'accompagner une transition alimentaire. C'est des tas de petites ressources qu'on va pouvoir sortir au dernier moment, c'est des tas de petites options pour les enfants, pour être
à mi-chemin entre l'alimentation classique délétère et puis une alimentation faite de fruits et de légumes, ben, ça va permettre que les enfants trouvent un peu mieux leur place dans cette alimentation, qu'ils n'ont pas obligatoirement choisi, qui leur a été imposée par leur famille, par les choix familiaux, comme toute alimentation, de toute façon, qui est imposée par la famille. Celle-là autant qu'une autre, mais ça leur permet d'exister dans ce monde fait de tentation, de séduction, avec des produits qui vont être relativement séduisants parce que concentrés. La déshydratation, c'est tout ça. C'est des choses simples qui permettent de recycler le quotidien, de recycler les produits que nous n'aurions pas finis chez nous et de magnifier un petit peu les goûts. En période hivernale, c'est toujours bienvenu. Alors, bonne expérimentation. Je ne prétends pas l'exhaustivité, je ne prétends pas la maîtrise exceptionnelle. Moi, je fais des choses relativement simples, mais j'espère vous avoir donné le goût d'essayer.